Je partage l'écran. OK. Donc, maintenant qu'on a vu l'exercice, on va pouvoir passer à d'autres définitions donc, qui touchent également les dépendances fonctionnelles. Alors, il y a différents types de dépendances fonctionnelles. D'accord? Donc, là, on avait vu, donc juste pour rappel, une dépendance fonctionnelle, c'est un sous-ensemble d'attributs qui détermine un autre. C'est-à-dire que si on sait que pour toute paire d'instances, les valeurs que prennent les projections, si vous voulez, pour l'ensemble de gauche est le même, alors il sera le même pour l'ensemble de droite. D'accord? Donc ça, c'était une dépendance fonctionnelle et en fait, il y en a plusieurs types. Alors, tout d'abord, quels sont ces types de dépendance fonctionnelle? On a ce qu'on appelle la dépendance fonctionnelle triviale. C'est toute dépendance fonctionnelle qui est obtenue par réflexivité. D'accord? Donc, si on a la dépendance fonctionnelle grand A détermine B parce que en fait, B est un sous-ensemble de A, est une partie de A, alors on va dire que A détermine B est trivial. D'accord? C'est vraiment la dépendance fonctionnelle la plus basique. La partie est déterminée par le tout. C'est une dépendance fonctionnelle qui est triviale. Si on connaît le tout, on connaît une partie. Ensuite, on va parler de dépendance fonctionnelle simple si l'élément à droite est simple, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul élément à droite. C'est-à-dire que si on regarde la dépendance fonctionnelle A détermine B, on va dire qu'elle est simple si le nombre d'éléments qu'il y a, le nombre d'attributs qu'il y a dans l'ensemble B est de 1. Donc, s'il y a seulement un attribut dans B. Donc, si ici j'ai comme on avait vu dans un exemple, l'identifiant, c'est A, et ici, B, c'est le nom et le prénom, alors dans ce cas-là, cette dépendance fonctionnelle n'est plus simple. On pourrait la casser en deux dépendances fonctionnelles simples, qui serait l'identifiant détermine le nom et l'identifiant détermine le prénom. Ensuite, on va dire que la dépendance fonctionnelle est directe si elle n'est pas obtenue par transitivité. C'est-à-dire que imaginons qu'on a la dépendance A détermine B, elle est directe si on ne peut pas trouver un ensemble C tel que on a A détermine C et C détermine B. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que AB pourrait être obtenu par transitivité. Et donc, on dit que la dépendance est directe si on ne peut pas si on ne peut pas construire cet ensemble C. Ensuite, on va parler de dépendance fonctionnelle complète et son opposé, ça serait une dépendance fonctionnelle partielle si la partie gauche est irréductible. D'accord? Donc, imaginons on a A détermine B, on va dire que A détermine B est complète si il n'existe pas un sous-ensemble C qui est inclus dans A, c'est un sous-ensemble de A, tel que C détermine B. Donc, si on prend l'exemple, alors quel exemple? On peut prendre l'exemple du TD. Dans A, on a le numéro de la saison et le nom de la série. Donc ça détermine par exemple je sais pas, le nom de la saison, par exemple. Alors, dans ce cas-là, elle n'est pas complète parce qu'en fait, il existe un sous-ensemble C qui serait juste composé du numéro de la saison. Le numéro de la saison est bien inclus dans le numéro de la saison, nom de la série, et c'est uniquement le numéro de la saison qui détermine le nom de la saison, par exemple. Dans ce cas-là, on n'aurait pas une dépendance fonctionnelle complète. Dans le cas contraire, si on a juste un élément qui est irréductible ici, donc par exemple une clé qui n'est pas surchargée d'autre chose, dans ce cas-là, on aurait une dépendance fonctionnelle complète.
Et finalement, on va parler de dépendance fonctionnelle minimale ou irréductible si elle est en même temps simple et complète. Alors, donc, elle sera, donc imaginons qu'on a A détermine B, elle sera irréductible si il n'existe pas un autre ensemble C inclus dans A tel que C détermine B, et si en plus B est de taille 1. Donc il n'y a qu'un attribut dans l'ensemble d'attributs B. D'accord? Dans ce cas-là, on va parler de dépendance fonctionnelle minimale ou irréductible. Donc, voilà pour les dépendances fonctionnelles. Qu'est-ce que c'est qu'une dépendance fonctionnelle? Quels sont les axiomes qui vont régir les dépendances fonctionnelles et quels sont les types de dépendances fonctionnelles qu'on peut rencontrer. Maintenant, on va voir une définition qui est également importante pour voir ensuite la définition de forme normale, qui est la définition de fermeture. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fermeture? Donc, imaginons qu'on a R, le schéma d'une relation. D'accord? On a une relation avec son schéma. On va noter ça R. Imaginons en plus qu'on a un sous-ensemble d'attributs X de R. D'accord? Donc, X représente un sous-ensemble des attributs possibles de R. F va représenter une famille de dépendances fonctionnelles. Donc, on avait vu une famille de dépendances fonctionnelles, on pouvait la voir comme un ensemble, juste un ensemble de dépendances fonctionnelles. On va noter X plus la fermeture de X. D'accord? Et ce X plus, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les attributs de R qu'on peut déduire à partir de X en utilisant la famille de dépendances fonctionnelles F et en utilisant les axiomes d'Armstrong et évidemment les règles secondaires qu'on peut définir, qu'on a pu définir ou qu'on peut définir avec les axiomes d'Armstrong. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, imaginons qu'on a un sous-ensemble Y d'attributs, on va dire que Y est inclus dans X plus. Alors, dans quel cas est-ce qu'on va pouvoir dire ça? On va pouvoir dire ça si jamais on aura une dépendance, on peut dire à travers une série de dépendances fonctionnelles en utilisant les axiomes d'Armstrong que X détermine Y. Donc, que l'ensemble d'attributs de départ X qu'on avait choisi ici va quand même déterminer Y. Dans ce cas-là, on va pouvoir dire que Y est inclus dans la fermeture de X. Donc, en gros, si je reformule un peu ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons, on a X au départ ici. Donc, ça, c'est X. On a en plus d'autres règles, enfin, on a nos dépendances fonctionnelles. Et à partir de X, on va pouvoir déterminer d'autres attributs en utilisant les dépendances fonctionnelles F. Et donc, l'ensemble global d'attributs qu'on va pouvoir déterminer, ça sera ce X+. Et donc, qu'est-ce qui nous permet d'aller de X vers X+, ça va être des dépendances fonctionnelles F. D'accord? Et les règles d'Armstrong. Donc, à partir de X, en utilisant F et les axiomes d'Armstrong, on passe vers X+. On élargit nos attributs connus en partant de X. Voilà, on a une graine de départ, un ensemble de départ d'attributs. On utilise F et les axiomes d'Armstrong et je connais à partir de X d'autres attributs que je vais noter, donc X+. Et X+ sera donc la fermeture de X. Alors, comment est-ce qu'on calcule la fermeture? Donc là, si vous voulez, il y a un petit pseudocode pour dire comment calculer la fermeture. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? On initialise la fermeture comme étant égale à X. Donc,
à partir de x, qu'est-ce qu'on peut connaître? On peut connaître x au départ, en imaginant qu'on n'a pas d'autres dépendances fonctionnelles. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut répéter jusqu'à ce que x plus ne change plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche une dépendance fonctionnelle dans f. Imaginons, on prend la dépendance fonctionnelle A détermine B et de telle sorte à ce que A soit inclus, soit un sous-ensemble de x plus. D'accord? Donc, on prend une dépendance fonctionnelle qui respecte cette tête-là, c'est-à-dire c'est une dépendance fonctionnelle telle que la partie gauche n'a des valeurs que dans la fermeture, donc au départ que dans x et ensuite dans la fermeture, et on met à jour x plus en rajoutant b. Donc à chaque fois, on regarde qu'est-ce qu'on peut rajouter à nouveau, de nouveau dans l'ensemble x plus en utilisant des règles qui n'utilisent au départ que des éléments de x plus. D'accord? Et donc, en appliquant cette méthodologie, on peut petit à petit faire grossir notre x plus en rajoutant les attributs qui sont donc à droite, voilà, des sous-ensembles qui sont à droite, B, qu'on aura pu déterminer avec des dépendances fonctionnelles AB, où tous les éléments de A sont déjà inclus dans la fermeture. Voilà, donc pour que vous puissiez vous entraîner, bon, on va le faire ensemble, je pense, pas très très difficile. On peut essayer de calculer la fermeture de l'ensemble de départ AE en considérant la famille de fermeture de règles F. D'accord? En imaginant que donc on nous donne au départ, ici, x est égal à AE, voilà. Et en plus, donc, on prend les dépendances fonctionnelles f, d'accord? Et on va essayer de déterminer x plus, en utilisant un peu la méthodologie que je vous ai expliquée à l'instant. Alors, au départ, qu'est-ce que x plus, ça va être égal à quoi? On va le faire ensemble petit à petit. On avait dit que x plus, au départ, on le met égal à x. Donc, ça serait quoi ici? AE. AE, merci. OK. Donc, au départ, on a x plus égal à E. Alors, est-ce qu'à partir de AE, ou de A, ou de E, enfin, de AE ou une sous-partie de AE, on peut déterminer d'autres choses? On va essayer d'aller voir les dépendances fonctionnelles. Donc, à partir de A, on peut connaître D. Donc, en utilisant ça, étant donné qu'on connaît déjà A, on peut rajouter D. Vous êtes d'accord? Donc ici, je peux venir ajouter D en utilisant juste cette dépendance fonctionnelle. Ensuite, on continue. En connaissant AB, je peux déduire E. Est-ce que je connais AB ici? Non, je connais juste A. Donc, je ne peux pas rajouter E. Tant pis. BI détermine E. Est-ce que j'ai B? Est-ce que j'ai I? Non. Donc, je ne peux pas déterminer E non plus. CD détermine I. Est-ce que j'ai C et D? J'ai D, mais je n'ai pas C, donc je ne peux pas déterminer I. E détermine C. Est-ce que j'ai E? Oui, j'ai E. Donc, en plus, je peux rajouter C ici. OK, donc je vais reboucler juste pour vérifier, parce que je viens de rajouter un C, donc peut-être ça m'a ouvert d'autres portes. Donc ça, on l'a déjà utilisé, donc pas la peine de revoir ça. De toute façon, c'est bon. AB, est-ce que j'ai AB? Non, il me manque B, donc on ne peut pas utiliser ça. BI,
non plus, je ne peux pas l'utiliser, je n'ai ni B ni I dans X+. CD, est-ce qu'on peut l'utiliser maintenant? CD détermine I. Oui. Oui. Donc maintenant, on va mettre à jour ça en rajoutant I ici. Donc on l'a utilisé, parfait. Ça, on l'a déjà utilisé à l'étape précédente, donc je peux la barrer. Donc rebelote, étant donné qu'on a rajouté un élément ici, on reboucle ici. Est-ce que on peut utiliser ça? Non, parce qu'on n'a pas B. Est-ce qu'on peut utiliser ça? Non plus, parce qu'on n'a pas B. Donc voilà, là, si on reboucle encore une fois, on ne va rien rajouter de nouveau. Donc là, on peut s'arrêter. La fermeture de X en fonction des dépendances fonctionnelles de la famille F, c'est donc AEDCI. On peut faire la même chose pour cet autre exemple, juste pour vérifier. Donc, au départ, on n'a plus AE, mais on a BE maintenant. On a les mêmes dépendances fonctionnelles. Donc, au départ, qu'est-ce qu'on aurait? X plus est égal à BE. BE, parfait. Alors, on fait comme précédemment, on va de gauche à droite, on essaie de boucler sur les dépendances fonctionnelles. Est-ce qu'on peut utiliser la première? Non, on n'a pas A. Est-ce qu'on peut utiliser la deuxième? Non plus, on n'a pas A. Est-ce qu'on peut utiliser la troisième? Non, on n'a pas I. La quatrième, non plus, on n'a ni C ni D. La dernière, est-ce qu'on peut l'utiliser? Oui, Oui. étant donné qu'on a E, et donc on peut venir ajouter C à notre fermeture ici. Oui, parce qu'on a le E. Ouais. Donc, tac, maintenant on barre ça, étant donné qu'on va l'utiliser. On reboucle. Non, parce qu'on n'a pas A. Non plus, parce qu'on n'a pas A. BI, non plus, parce qu'on n'a pas I. CD, non plus, on n'a pas D. On s'arrête là. Donc voilà, on a deux, à partir d'une graine différente, si vous voulez, on va avoir des fermetures différentes. D'accord? Donc la fermeture de X plus, considérant que X est égal à E, nous donne ça ici. Et la fermeture de BE, pour X égale à BE, nous donne DEC, dans ce cas-là. D'accord? Alors, on va pouvoir maintenant parler d'un autre concept important, c'est ce qu'on appelle la fermeture transitive. Pardon, oui, c'est ça, la fermeture transitive, c'est ça, F+. Cette fermeture transitive, c'est quoi? C'est, pour la définir, on va juste dire nommer quelques termes avant. Donc, F, ça va être un ensemble de dépendances fonctionnelles irréductibles. Donc, si je disais irréductible, on va revoir la définition de ce que c'était qu'irréductible. On avait dit irréductible, c'est quoi? C'est une dépendance fonctionnelle qui est simple et complète. Alors, simple, c'était quoi? C'était qu'à droite, B n'avait qu'un élément, d'accord? On avait une taille de 1, cardinalité de 1, et C, pardon, oui, c'est ça. Ici, en plus, pour qu'elle soit complète, il faut que AB ne puisse pas être déduit par transitivité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de C ici, de sous-ensemble C, tel que AC détermine CB. Dans ce cas-là, si la dépendance fonctionnelle ne peut pas être déduite par transitivité et si l'élément à droite est de taille 1, on peut dire que la dépendance est irréductible. Tac, je rebascule ici. D'accord. Donc, on a F, un ensemble de dépendances fonctionnelles irréductibles. F+, ça va être la fermeture transitive de F, qui sera donc l'ensemble maximal de dépendances fonctionnelles irréductibles de F qui ne doivent pas être triviales. Voilà. Donc ça, c'est au départ. Et on rajoute, au fur et à mesure, on fait l'union vers des dépendances fonctionnelles irréductibles qui peuvent être obtenues
par transitivité ou pseudo-transitivité. D'accord? Donc, si c'est le cas, on va venir, si vous voulez, faire grossir notre famille de départ en rajoutant, si vous voulez, tout ce qui peut être déduit par transitivité ou pseudo-transitivité. Si vous voulez, les deux notions, la notion de fermeture et la notion de fermeture transitive, sont très similaires, mais l'une s'applique aux ensembles d'attributs et l'autre va s'appliquer aux dépendances fonctionnelles. Donc là, c'est une fermeture qui s'applique sur les dépendances fonctionnelles, en essayant de les faire grossir en rajoutant des dépendances fonctionnelles qu'on peut déduire par transitivité ou pseudo-transitivité. Dans ce cas-là, donc, si on a deux familles, deux ensembles de dépendances fonctionnelles, on va dire qu'ils sont équivalents si ils ont la même fermeture transitive. C'est ça, s'ils ont la même fermeture transitive. Donc, imaginons on a f et f'. Pour chacun des deux, on calcule leur fermeture transitive. Si on remarque que leur fermeture transitive est la même, on peut dire que les deux ensembles de dépendances fonctionnelles sont équivalents. Dans le cas contraire, on ne pourra pas dire ça. Et maintenant, on va voir une autre définition qui utilise un peu tout ce qu'on est en train de voir. On va voir la notion de couverture minimale. Alors, la couverture minimale, ça va être quoi? Si on prend F, un ensemble de dépendances fonctionnelles irréductibles, la couverture minimale de F, qu'on va noter min de F, pour minimum, donc couverture minimale, ça va être l'ensemble le plus petit de dépendances fonctionnelles de F, tel que, donc on l'obtient comment? On l'obtient en enlevant des dépendances fonctionnelles qui peuvent être redondantes, donc qu'on peut déduire à partir de cet ensemble min de F. Et cette couverture minimale, c'est quoi? Elle est de telle sorte à ce que si on fait la fermeture transitive de min de F, elle nous donne la fermeture transitive de F. Donc, c'est-à-dire que min de F et F sont équivalents. Et on ne peut pas trouver en plus une famille plus petite, qui serait ici F', qui serait incluse dans min de F, telle que F'+, donc la fermeture transitive de F+, est égale à F+. D'accord? Donc, c'est vraiment le plus petit sous-ensemble de fermeture, de dépendance fonctionnelle qui était initialement dans F, qui vont nous permettre de retrouver toutes les dépendances fonctionnelles qui pourraient être retrouvées en faisant la fermeture transitive de F. Donc, si je vous refais un schéma ici, donc, imaginons que ça, c'est F. Donc, ça, c'est un ensemble de dépendances fonctionnelles F. Imaginons en plus qu'on a ici F+. D'accord? Donc, ici, on regarde toutes les dépendances fonctionnelles qu'on peut obtenir à partir de F, en rajoutant des relations qu'on déduit à partir des dépendances fonctionnelles de F, donc d'autres règles à partir de F, d'autres dépendances fonctionnelles. Et maintenant, on peut prendre un sous-ensemble plus petit ici, qui sera donc min de F, min de F, d'accord? Et donc, c'est bien min de F si F+ est égal en même temps à min de F+,
plus, d'accord? Donc, cet ensemble de dépendance fonctionnelle que j'obtiens à la fin, on peut l'obtenir à partir de f, mais on peut également l'obtenir à partir de min de f. Et en plus, s'il n'y a pas de f' qui est plus petit que min de f, qui est inclus dans min de f, dont la fermeture transitive nous donnerait la fermeture transitive de f+. D'accord? C'est vraiment le plus petit ensemble de dépendances fonctionnelles, de règles qui nous sont utiles pour déterminer le reste. D'accord? Alors, le théorème, il y a un théorème qui nous dit que n'importe quel ensemble de dépendances fonctionnelles irréductibles va avoir une couverture minimale. D'accord? La plupart du temps, elle n'est pas unique. C'est-à-dire qu'on pourrait déterminer d'autres sous-ensembles min de f. Donc là, on a un min de f ici, mais on pourrait en avoir un autre qui peut peut-être l'overlapper ici, qui est là. Voilà. Tel que, à partir de lui aussi, on pourrait reconstruire la fermeture transitive de f. Donc ça peut arriver. Et le théorème nous dit qu'on peut, pour un ensemble de dépendances fonctionnelles, on va pouvoir déterminer une fermeture, une couverture minimale, quitte à ce que ça soit la dépendance fonctionnelle elle-même, en fait, l'ensemble de départ lui-même. Si jamais on ne peut rien déduire, ça sera déjà la couverture minimale. Alors là, on peut voir, si vous voulez, l'équivalent de ce qu'on avait vu pour la fermeture pour les ensembles. On peut avoir un algorithme, si vous voulez, de recherche de couverture minimale. Alors, pour faire ça, comment est-ce qu'on peut agir? D'abord, on va écrire toutes les dépendances fonctionnelles en respectant cette notation-là. Donc, on va les noter comme x détermine A, avec x un ensemble d'attributs et A un attribut élémentaire. Donc, la taille de A est égale à 1. Il y a seulement un élément dans A. Donc, si jamais j'avais quelque chose du type x détermine A1, A2 et AN, étant chacun de ces lettres-là un singleton, alors on va remplacer ça par n dépendances fonctionnelles de type x détermine A1, A2, etc. jusqu'à AN. Ensuite, on va éliminer tout attribut qui est redondant. Donc, par exemple, si j'ai la dépendance fonctionnelle qui nous dit ABCD détermine E et que je sais, par exemple, que A détermine B, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'inclure B ici. Je peux juste dire que ACD détermine E, étant donné que B est en surplus, puisque à partir de A, on peut déjà déterminer B. Donc, il ne sert à rien de rajouter B ici à gauche de la dépendance fonctionnelle. Et ensuite, on va éliminer toute dépendance fonctionnelle redondante qui peut être produite par transitivité. D'accord? Donc, je regarde mon ensemble de dépendances fonctionnelles. Si on a un qu'on peut déterminer par transitivité, je l'enlève de ma relation. Et donc, en appliquant ça, ces règles-là, je vais pouvoir atteindre une couverture minimale. Évidemment, en fonction des choix qu'on va faire, les choix qu'on fait peuvent avoir un impact pour la suite, et donc on peut tomber sur une couverture minimale ou une autre. D'où le fait qu'il y en ait plusieurs, et en fonction du déroulement, si vous voulez, de cet algorithme, on pourra tomber sur une dépendance fonctionnelle ou une autre. Pardon, une couverture minimale ou une autre. Alors, là, je vous mettais un exemple. Donc, on a une famille de dépendances fonctionnelles. Voilà, là, on en a 4. Et on peut essayer ensemble de voir comment faire ça. Donc, tout d'abord, on va écrire ces dépendances fonctionnelles de manière simple. Donc,
Ici, typiquement, qu'est-ce qu'on avait? On avait EF détermine GH. Donc ici, si l'élément ici à droite n'est pas un singleton, si vous voulez, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le décortiquer en deux. Donc ici, on aurait EF détermine H et EF détermine G. Idem pour cette dernière dépendance fonctionnelle. Donc on aurait ACDF détermine E et ACDF détermine G. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On applique la deuxième étape qui consistait à enlever, donc pour enlever les attributs redondants, donc c'était la deuxième étape ici. On essaie d'enlever les attributs redondants comme on avait fait pour B ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer à chaque fois d'enlever un attribut à gauche et de voir si on peut quand même déterminer l'élément de droite. Si c'est le cas, alors la lettre ou l'attribut peut être enlevé. Sinon, on ne peut pas l'enlever. Donc, typiquement, si on a ABCD détermine E, mais que A détermine B, alors B va être redondant. Pourquoi? Parce que si on enlève B ici, de toute façon, on pourra revenir, on pourra redéterminer parce qu'on a A détermine B. Alors, dans l'exemple, ici, on avait ABCD détermine E. ABCD détermine E. Et en même temps, on avait A détermine B. Donc, finalement, ACD peut directement déterminer E, étant donné que le B ici, on peut le déterminer en utilisant la dépendance fonctionnelle A détermine B. On va faire la même chose ici. ACDF détermine E, mais ACD détermine E. Donc F ici va être redondant. Donc finalement, on peut faire ACDF détermine E, peut devenir ACD détermine E, en enlevant le F. Donc, en ayant fait ça, on obtient donc cet ensemble de dépendances fonctionnelles. Donc, on a eu les modifications ici. Et maintenant, on va voir si on a des dépendances fonctionnelles qui sont redondantes, donc qui peuvent être obtenues par transitivité. Donc, déjà, on remarque quelque chose, on remarque qu'on a deux fois la même dépendance fonctionnelle. Donc, on a ACD détermine E, et ici ACD détermine E. Donc, l'application de ces deux règles nous a fait mettre deux fois la même chose, donc on peut en enlever une des deux. Voilà, donc ça c'était l'étape 3. On enlève une dépendance fonctionnelle et en regardant si on peut la déduire en utilisant les autres dépendances fonctionnelles. Donc typiquement ACD détermine E était dupliqué, donc on peut en enlever une. Et on avait la règle ACDF détermine G, ici, qui peut être déduite en utilisant deux règles. La règle ACD détermine E et ensuite EF détermine G. Donc, par pseudo-transitivité, on aurait ACDF détermine G. Donc, elle est redondante, on peut l'enlever. Et donc, finalement, notre couverture minimale serait celle-là, qu'on aurait ces dépendances fonctionnelles-là qui détermineraient donc notre couverture minimale. Donc, on aurait pu éventuellement, dans un cas plus compliqué, tomber sur quelques choix qui conditionnent d'autres choix et donc qui nous conduiraient vers d'autres couvertures minimales. Donc là, on a vu les notions liées aux dépendances fonctionnelles et aux couvertures qui sont nécessaires pour bien comprendre les formes normales. D'accord? Alors là, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, on peut essayer de voir peut-être les premières formes normales avant de nous quitter. Et ensuite, on finira ça lors du prochain CM.
Donc, si on revoit, donc, quel était le but de la normalisation, c'était d'éliminer certains problèmes, certaines anomalies dans les bases de données, en obligeant à ce que certaines contraintes soient satisfaites. Et en fait, le fait de faire la normalisation va consister à décomposer un schéma de telle sorte à ce que voilà, il y ait moins d'anomalies lorsqu'on va mettre à jour une relation et éviter une perte sémantique par rapport aux dépendances fonctionnelles. Donc, les coupures, la décomposition du schéma qu'on va faire ne va pas se faire au hasard. Il faut que on n'ait pas de perte sémantique par rapport aux dépendances fonctionnelles. C'est-à-dire que si on avait une dépendance fonctionnelle, en faisant des coupures, il faut éviter de perdre ce sens, ces relations qu'il y avait entre nos données. D'accord? Et donc, le fait de faire cette normalisation, de bien la faire, va nous permettre de ne pas perdre d'informations sémantiques, le lien entre nos attributs. Et d'ailleurs, ce sont ces relations de dépendance fonctionnelle entre les attributs qui va nous permettre en fait de faire une bonne normalisation. Alors, lorsqu'on parle de normalisation, on peut avoir dans certains cas des problèmes de dégradation de performance. Donc, je vous avais dit dans l'exemple qu'on avait vu dans la motivation que finalement la normalisation allait nous permettre d'éliminer des anomalies et nous permettait, par exemple, dans le cas de la modification de l'adresse des restaurants, de gagner du temps en ne faisant plus de modification de 100 lignes pour l'adresse, mais juste une ligne pour l'adresse dans une autre relation peut-être. Ce n'est pas toujours le cas et souvent les normalisations contraignantes peuvent introduire des problèmes de dégradation de performance, en particulier lorsqu'on fait des opérations de jointure. Si on est amené à faire plein d'opérations de jointure à cause d'une normalisation plus contraignante, disons, le fait de faire ces jointures-là peut entraîner une forte dégradation des performances. D'où le fait que un grand nombre de systèmes NoSQL ne vont pas du tout regarder cet aspect de normalisation. Ils peuvent avoir des données qui sont redondantes et ont souvent des données qui sont redondantes, des modèles qui sont très, très redondants, qui peuvent être lourds dans certaines configurations, mais qui, pour certaines opérations, peuvent être très rapides. Typiquement, s'ils ne nécessitent pas de faire des opérations de jointure qui seraient nécessaires pour des systèmes relationnels, là, pour ces systèmes-là, on peut avoir un gain en termes de performance pour certaines manipulations. Encore une fois, il faut bien choisir le système de gestion ou le formalisme en fonction de l'application qu'on cherche à faire ou du type de requête qu'on va être amené à faire. Alors, pour un aperçu un peu général sur les formes normales, il n'y a pas une seule forme normale, il y en a plusieurs. On va les noter en numéros. En fait, on aura la forme normale 1, qui est la moins contraignante. La forme normale 2, c'est une forme normale qui respecte déjà la NF1, donc la première forme normale, et qui en plus a d'autres règles en plus, etc., etc. Donc à chaque fois, lorsqu'on dit par exemple NF3, une forme normale 3, ça implique qu'on est déjà en NF1 et en NF2. Idem, si on est en NF5, ça veut dire qu'on respecte toutes les autres formes normales. Et en plus, qu'on a d'autres contraintes supplémentaires. Dans ce cours, on va voir les 3 premières formes normales et la forme normale de Boyce and Codd, qui est légèrement une version, si vous voulez, un petit peu plus contrainte de la NF3, mais elles sont quand même très similaires. Donc, on va regarder les 3 dans ce cours.
Et elles ont été définies d'ailleurs toutes les trois par Code, par M. Code, en 1972. D'accord. Alors, si on regarde la première forme normale, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si on a R, une relation, R doit avoir des attributs qui ont des valeurs atomiques. C'est-à-dire que si on regarde les dates, par exemple, on a un attribut date, les dates doivent avoir cette tête-là. Voilà. Elles ne peuvent pas avoir des valeurs multiples. Donc, pour une instance d'une date donnée, on ne peut pas avoir deux dates comme ça, séparées par une virgule ou par une tabulation ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, un attribut, une instance, une seule valeur. Et en plus, il nous faut un autre élément, c'est que R doit avoir une clé primaire. D'accord? Donc, en gros, ça veut dire qu'il n'y aura pas de tuples de lignes qui seront dupliquées. Étant donné qu'il y a une clé primaire, elles seront toutes différentes les unes des autres. Même si pour tous les autres attributs, elles sont identiques, pour la clé, elles devront être différentes. Alors, si on n'est pas en NF1, les recherches auront tendance à être beaucoup plus lentes. Donc, il faut aller chercher, imaginons, on cherche une date donnée, on ne va pas uniquement faire une recherche sur l'élément, mais il faudra en plus parcourir pour chaque élément si jamais la date qu'on cherche est contenue dans la liste des attributs. Voilà, donc ça c'est la première, vraiment la forme normale la plus basique, c'est la NF1. Et vu l'heure, la prochaine fois, on va revoir la NF1, la première forme normale. On va faire quelques exercices et on va attaquer la forme normale 2, la forme normale 3. On va faire quelques exos. Et ensuite, on va voir comment faire une décomposition. D'accord? Donc, en imaginant qu'on part d'une relation universelle, une relation qui contient tous les attributs et d'un ensemble de dépendances fonctionnelles qu'on peut déduire à partir de notre modélisation des données, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir obtenir une décomposition, une normalisation, donc un découpage de cette relation de départ en sous-relations, relations plus petites, qui vont respecter les formes normales. D'accord? Donc ça, on va voir ça la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va. D'accord. Donc, je vais couper l'enregistrement.